Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Décryptorium. Chose promise, chose due, nous voyageons aujourd'hui dans le mental d'un sportif de haut niveau qui n'est autre que Monsieur Didier de Radigues. Avant tout connu comme pilote moto de vitesse pure, ce multiple champion au parcours exceptionnel nous parle de ce qui a fait de lui ce pilote au mental d'acier et nous emmène au cœur de ses passions sportives, mais pas seulement. Je vous laisse découvrir les multiples talents de mon invité à travers notre conversation qui, je l'espère, vous plaira et vous donnera l'envie de la partager sur YouTube ou sur la plateforme de podcast de votre choix. Bonne écoute. Didier de Radigues, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir et un honneur de te recevoir dans le Décryptorium et merci vraiment beaucoup d'avoir accepté cette interview. Alors pour les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, tu es encore aujourd'hui le pilote moto belge ayant remporté le plus de grands prix en vitesse pure et le seul à avoir atteint des podiums en catégorie reine. En 1982, tu es vice-champion du monde en 350 cm3. En 1983, tu remportes le Grand Prix moto de Belgique et les 24 heures de Francorchamps. Tu as piloté pour les équipes d'Alain Chevalier, puis Cagiva, Honda, Aprilia, Yamaha et Suzuki. Équipe avec laquelle tu as mis un terme à ta carrière en 1991 après une victoire au Grand Prix de Macao. Mais ta carrière sportive ne s'arrête pas là puisque tu te lances ensuite comme pilote automobile et remportes le championnat de Belgique Procar, les 24 heures de Spa-Francorchamps et bien d'autres encore jusqu'en 2011 et termine en beauté en remportant le championnat Belgian Touring Car Series et tu gagnes encore le American Le Mans Series en catégorie LMP2. En même temps, tu prends le temps d'ouvrir une école de pilotage moto en France et en Belgique et ta voix se fait entendre sur nos chaînes de télévision nationales puisque tu commentes les Grands Prix moto aux côtés de Thibaut Rinchot. Et puis, tu t'envoles majestueusement là où on ne t'attend pas et entres par la grande porte dans le monde de l'art. Passionné de photos, tu es repéré par un galeriste belgo-américain qui t'expose pour la première fois à New York. Tout s'enchaîne avec une fluidité déconcertante, tu intègres tes photos à la peinture et ta première œuvre se vend instantanément à New York, rien que ça. Très vite, tu exposes à Singapour, Bruxelles, Paris, au Carrousel du Louvre, New York et Lille. Alors si nous sommes ici aujourd'hui, c'est essentiellement pour parler des particularités de ton mental et de ton cerveau de sportif de haut niveau. Alors, adolescent, tu es joueur d'échecs. Qu'as-tu appris aux échecs qui t'a été utile ensuite dans ta carrière de pilote ? À anticiper. Je pense, ça ce sont des réflexions que j'ai eues par la suite. J'ai pas joué aux échecs avec mon grand-père pour apprendre quelque chose, c'est juste que ça s'est trouvé comme ça et qu'on jouait presque tous les soirs, mon grand-père et moi. Et c'est lui qui m'a appris à jouer aux échecs. Mais voilà, ce que j'ai constaté, j'ai constaté que j'anticipais pas mal les choses et je me suis dit, c'est pas impossible que ça vienne des échecs. Ok. Alors, ta carrière de pilote commence tard, ce sont tes mots. Tu es repéré à l'âge de 15 ans, tu roules alors avec une bande de copains et tu te distingues déjà par une particulière rapidité. Alors, très rapidement, tu remportes tes premiers Grands Prix et en 1983, tu remportes le Grand Prix de Belgique sur le circuit de Francorchamps. À cette occasion, tu es interviewé par le présentateur sportif de notre chaîne de télévision nationale qui te demande si ton duel avec Christian Sarron a été fabriqué pour ajouter au spectacle. Alors ta réponse est assez éloquente et tu dis « Je l'ai laissé passer un peu volontairement pour voir où il allait plus vite que moi. Je me suis retourné souvent quand j'étais devant lui pour voir où il me rattrapait et j'ai compris. » C'est vraiment époustouflant de se dire que, alors que tu pilotes à très grande vitesse, tu es néanmoins suffisamment en conscience pour analyser la situation comme si tu étais tranquillement assis dans ton fauteuil et en quelques secondes prendre la décision de te laisser doubler par ton adversaire dans le but de l'observer. De la même manière, lorsqu'il est derrière toi, tu te retournes pour voir où il prend de la vitesse sur toi. Et d'où les questions suivantes, qui sont peut-être des questions de béotienne, tu me le diras, mais comment expliques-tu cette clarté d'esprit dans une situation de pression intense, de danger, même si tu parles de risque calculé,
et de douleur, puisque, précisons-le, à ce moment-là, tu cours avec une clavicule fraîchement cassée. C'est vrai, oui. Ouais, je l'ai souvent cassé, hein, enfin mes clavicules, mais de danger, non, j'en avais pas conscience. De pression, non plus, si ce n'est celle de gagner le duel, en tout cas. Et il se trouve qu'en plus, c'était gagné le Grand Prix. Mais puis je l'avais déjà fait, je m'étais retrouvé 1 an plus tôt au Grand Prix de Tchécoslovaquie sur le circuit de Brno, qui existe toujours, mais il a fort changé. À l'époque, c'était un circuit terriblement long. Et je ne le connaissais pas, parce que c'était mes tout débuts en Grand Prix, et donc je ne connaissais pas du tout ce circuit. Alors, ok, j'ai eu les essais du vendredi, du samedi, mais c'est pas grand-chose. Et en course, je me retrouve assez rapidement en tête, avec derrière moi le grand favori, un pilote allemand qui connaissait le circuit par cœur. Et donc, puisque j'étais en tête, je me suis beaucoup retourné dans les premiers tours pour voir où je faisais la différence, où lui faisait la différence. Et j'ai appris le circuit comme ça, en fait. Parce que entre l'apprendre pendant les essais et puis en course où on tourne encore plus vite, surtout quand on découvre le circuit. Donc je l'avais fait, ça avait fonctionné. J'ai remporté, je pense que ça devait être mon premier Grand Prix là-bas à Brno. Et voilà, donc je l'ai refait à Francorchamps parce que Saron était excellent, on n'avait pas tout à fait la même moto, sa moto était un peu plus rapide, on avait quand même des châssis très différents, donc il y avait forcément des différences à gauche et à droite, et je voulais comprendre où je pouvais faire la différence. Et voilà, se retourner, c'est pas très compliqué, hein, ce qu'on peut... En se retournant, ce qu'on peut faire, c'est perdre un petit peu de terrain parce qu'on va prendre un peu plus l'air. Donc il faut arriver à se retourner aux bons endroits pour ne pas perdre de vitesse dans les lignes droites. Donc le mieux, c'est en sortie de virage. Enfin, ça dépend quel virage. Voilà, il y a une petite technique à avoir. Enfin, on comprend tout de suite. Hein, c'est l'instinct. On comprend tout de suite, c'est toi qui le dis. Je t'écoute parler et, enfin, excuse-moi si je reviens avec la même question, mais en fait, moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'à ce moment-là, tu es tout jeune et tu as quand même cette espèce de vision méta comme ça de toi en train de piloter et de te dire, voilà, tu as une espèce de clarté d'esprit qui te permet quand même, malgré la course et la vitesse et le stress que tu ne ressens pas manifestement, mais de te dire, voilà, je vais observer, je vais prendre le temps d'analyser la situation. Oui, mais piloter une moto, en course en tout cas, c'est ça en permanence. En permanence, il faut sentir, flirter avec la limite. Et donc, il faut vraiment sentir tout le temps où est la limite et jouer un petit peu avec sans la dépasser. Mais ça m'est arrivé souvent de la dépasser quand même, malheureusement. Et autrement j'aurais gagné plus de Grands Prix, mais voilà, donc il faut tout le temps chercher à aller plus vite, réfléchir, qu'est-ce que je peux faire entre chaque séance d'essai, entre chaque tour dans les essais, entre chaque nuit, entre les jours de Grand Prix, je réfléchissais qu'est-ce que je peux faire demain matin en me réveillant et en montant sur ma moto pour gagner, je dois gagner une demi-seconde, où est-ce que je vais la chercher? Ce sera quelques centièmes là, un dixième peut-être là, et voilà, il faut chercher à être le plus performant possible. Alors, tous les apprentis motards entendent constamment leurs instructeurs dire que tout est dans le regard, que la moto va là où on regarde et que si on regarde l'obstacle, inévitablement, on se jette dessus. Alors, quand tu te retournes vers Saron, souvent, dis-tu, comment se fait-il que tu conserves cette parfaite trajectoire? Mais quand je me retourne, je le regarde, donc c'est dans le regard. Je crois que tout est dans la tête. Et le regard dicte évidemment ce qui va passer dans la tête. Donc c'est vrai je comprends ce qu'on dit quand un instructeur ou un coach dit que c'est très important le regard. C'est vrai, on va là où on regarde, c'est sûr. Enfin, c'est sûr. Quand je me retourne, je ne vais pas faire marche arrière et tout à coup aller. Voilà, je switch vers. Moi, je pense que mon regard, il va à gauche, à droite. Je pense que d'une part, je regarde l'intégralité de l'image.
en voyant devant, à gauche, à droite, et en même temps, j'arrive à fixer l'endroit où je veux aller. C'est bien ce que je pensais, vous n'êtes pas fait comme nous. Il y a donc une astuce, mais donc tu confirmes que nos instructeurs ne nous racontent pas des blagues, c'est bien vrai qu'on va là où on regarde, mais est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte? Ben, il y a plusieurs choses. Il y a conduire une moto, il y a conduire une moto dans le trafic, en ville, il y a piloter une moto, et il y a gagner des courses. Donc tout ça, je pense que c'est différent. Donc maintenant, pour conduire une moto, d'abord, je pense que c'est très important toujours en tout cas d'anticiper. On en a parlé, mais voilà, l'anticipation, surtout quand on conduit une moto sur la route, il faut tout anticiper, tout. Et il y a plein d'obstacles sans arrêt, donc il faut être très concentré et anticiper. Puis bon, après, je ne sais pas si on doit parler de la conduite sur route ou de la conduite sur circuit. Et en course, c'est quand même très différent. Sur un circuit, il n'y a pas d'obstacle. Il ne va pas y avoir tout à coup un obstacle qui va arriver. On peut se permettre de se retourner, pas tout à coup, ou alors c'est un grand malheur et un sanglier qui passe devant nous, mais de toute façon, même si on regardait, on ne pourrait pas l'éviter. Donc ça, à ce niveau-là, c'est quand même très différent. Et puis sur circuit, on n'a pas de rétroviseur. Donc si on veut regarder derrière, on est obligé de se retourner, alors que sur la route, c'est obligatoire d'avoir des rétros et ils sont là pour s'en servir. Ok, ça reste quand même un univers complètement particulier. Et revenons quelques instants, si tu veux bien, à cette interview du 4 juillet 1983 qui est intéressante parce que le journaliste t'interroge notamment sur ton rapport à la peur. Et là, tu lui réponds, les risques sont calculés, c'est une passion, c'est évident. Est-ce que tu répondrais la même chose aujourd'hui? Oui. De ma carrière, j'ai jamais eu peur, si ce n'est peur de mal faire, ou de ne pas réussir, mais peur de l'accident, non. Je pense que le jour où on a peur, il faut arrêter. Il est grand temps d'arrêter, ou il ne faut pas commencer. C'est comme si un joueur de football a peur de la balle ou un joueur de tennis a peur de la balle, ça n'ira pas. Donc on ne peut pas avoir peur. Est-ce que tu dirais qu'adolescent déjà, tu étais complètement à l'aise avec cette sensation presque de chute, parce que quand vous êtes sur circuit, vous êtes quand même toujours à flirter avec la chute, vous êtes parfois tellement incliné. Oui, j'ai commencé en fait par des compétitions de voile. Avec mon frère, on faisait du dériveur depuis qu'on était tout petit, parce que notre mère est toujours passionnée de voile. Et donc, j'ai jamais eu peur de tomber à l'eau, au contraire. Et ma mère n'a jamais eu peur que je tombe à l'eau ou que je me noie. De toute façon, je savais nager. Mais comme j'étais d'ailleurs très léger, elle m'avait tricoté un pull triple maille. Et quand il y avait du vent, je devais tremper ce pull dans l'eau et le mettre sur moi, comme ça j'étais un peu plus lourd. Imaginez, pour couler, il n'y a pas mieux quand même. Mais personne n'a jamais eu peur, on ne s'est même pas posé la question. Et avec le recul, c'est vrai que je me dis, c'est quand même bizarre, comme système. Mais bon, c'est ce qu'on avait trouvé. Et donc voilà, non, la peur, je n'ai jamais eu, ni plus tard quand j'ai grandi. Bon, des fois j'ai été trop loin justement, mais je pense qu'on apprend de ces échecs aussi, de ces chutes. Qu'est-ce qui se passe quand on va trop loin? En moto, c'est la chute. Voilà, donc heureusement c'est sur circuit, et normalement un circuit c'est plus ou moins fait pour chuter, de plus en plus, moins à mes débuts, parce que les circuits étaient beaucoup plus dangereux qu'aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas de dégagement, on était moins bien protégé, donc c'est vrai qu'une chute pouvait mal tourner, et souvent tourner mal. Mais voilà, en moto, ce qu'il y a, c'est la chute. Et sur la route, évidemment, le danger est beaucoup plus présent, parce que il est omniprésent. Oui. Alors voilà, en préparant cette interview, on a discuté de cette notion de peur, etc. Tu disais que même dans ta vie quotidienne, la peur était très peu présente. Et tu te décrivais dans une relation assez tranquille avec la mort.
D'où te vient cette espèce de sérénité comme ça, de force tranquille Je ne sais pas si c'est une force tranquille, hein, ne pas avoir peur de la mort, je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais c'est vrai que maintenant, plus je m'en rapproche, plus j'en ai peur, enfin, au moins j'ai envie de rester en vie puisque ça me plaît bien. Mais plus jeune, non, peut-être que par moment, en tout cas, je sais que j'estimais peut-être que j'avais pas grand-chose à perdre. Voilà. Et puis, je suis peut-être assez fataliste aussi. Fataliste et quand même positif, hein. Donc, non, c'est une question que je me suis quasiment jamais posée. Oui, tu disais, en préparant l'interview, on parlait de cette histoire de regard, etc. Et pourquoi est-ce que des gens vont plutôt se diriger vers l'obstacle alors que d'autres vont plutôt directement observer le point de sortie. Et est-ce que c'est finalement un état d'esprit? Non, c'est un réflexe naturel qu'il faut sans doute combattre si on l'a. Mais c'est un réflexe naturel, on a peur de quelque chose, on le regarde. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont peut-être plus naturellement enclins à rapidement trouver la solution et ne pas se concentrer sur l'obstacle, et inversement, est-ce qu'il y a des gens qui sont omnubilés par ce qui ne va pas, y compris dans la vie, tu vois? Oui, quand on est optimiste, positif et optimiste, on va tout de suite regarder là et voir la solution plutôt que l'échec ou l'obstacle. Donc se tourner tout de suite vers la solution. Même si on sait que tout à coup il y a quelque chose, il y a un danger qui se trouve à gauche, et que la solution est à droite, tout de suite regarder à droite pour s'en sortir et y croire évidemment. Si on n'y croit pas, très important. Oui, bien sûr. Très important. Oui, c'est ça, être optimiste certainement. Oui, et d'ailleurs, je repense en parlant avec toi à cette interview vidéo que j'ai regardée avant de préparer l'entretien ici. Et quelqu'un montre un magazine où on te voit, magnifique photo, où on ne voit presque que tes yeux. Et on te voit, parce que tu parles souvent d'arracher la victoire, et on te voit vraiment avec ce regard d'intention qui est assez incroyable. Et tu as peut-être cette force que d'autres n'ont pas, d'avoir une espèce de conviction que la réussite est accessible et que voilà, que c'est une question d'intention. Oui. Enfin, je ne vais pas dire non, mais ça, c'est le regard qu'ont les autres sur moi. Moi, je n'ai pas spécialement ce regard-là sur moi, puisque pour moi, c'est normal. Je suis comme ça. Quand je regarde les autres, puisque il y a quand même beaucoup d'autres grands champions, plus grands que moi, et je les ai vus, je les ai fréquentés, je les vois encore, puisque j'ai des jeunes pilotes. Donc je crois qu'on a tous cette envie, évidemment. Si on est là, si on est arrivé à un très bon niveau, à gagner plus de choses, de courses auxquelles on a participé, c'est qu'on a forcément une envie folle de gagner, bien sûr. C'est un combat, hein, c'est tout le temps un combat contre les autres. Et donc si on n'a pas envie de gagner ce combat, on ne le gagne pas. Alors, quand on regarde un Grand Prix moto, il y a parfois des images impressionnantes où on voit des pilotes qui se trouvent avec une moto qui est en train de guidonner à tout va, à des vitesses inouïes, ou debout à côté de la moto, mais qui parviennent quand même à remonter dessus sans le moindre stress apparent. Est-ce que les peurs disparaissent avec le temps, ou est-ce que simplement les pilotes sont constitués différemment? Non, je pense que non, il n'y a pas de peur liée à ce genre de figure, de style où on a un coup de raquette, comme on dit, hein, ce guidonnage. Enfin, c'est ce qu'on voit en course, les images qu'on voit, c'est la moto qui glisse de l'arrière, on a le réflexe de couper les gaz, elle raccroche et on est éjecté, ou en tout cas on monte en l'air. Avec beaucoup de chance, on retombe sur la moto ou à côté, mais on tient encore le guidon, mais il faut vraiment beaucoup de chance. Et oui, ce qu'on apprend, c'est à pas couper les gaz, justement, quand ça arrive. Contre-intuitif. Et voilà, déjà pas trop en mettre pour que ça ne glisse pas d'un coup, trop brutalement, et ne pas complètement couper pour que ça ne raccroche pas d'un coup non plus. Donc ça se travaille, et on sera un tout petit peu moins, et on aura un petit peu moins de coups de raquette, et on a moins de chances de se faire éjecter. Mais il n'y a pas de peur liée à ça, c'est une faute.
Voilà, voilà, ce qu'il faut, c'est anticiper ce genre de choses et que ça n'arrive pas. Quel est le rôle de l'adrénaline dans cette façon de gérer les choses, comme si on reste focalisé quoi qu'il arrive sur la ligne d'arrivée, cette obsession de faire gagner l'équipe? Je ne sais pas ce que c'est physiquement l'adrénaline, mais je sais que ça existe et je l'ai ressenti sur chaque course. Mon équipe disait toujours qu'au moment où le drapeau s'abaisse du départ, où le feu vert s'allume, disons, il y a quelque chose qui switchait dans mon cerveau. Donc voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est eux qui l'ont toujours dit, et je pense que ça arrive chez tous les grands sportifs. Voilà, ça doit être ça l'adrénaline, j'imagine. Et des fois, il y en a un peu trop, et on dépasse un peu les limites, mais il faut essayer justement de doser l'adrénaline et surtout la garder jusqu'au dernier tour, parce que c'est souvent à ce moment-là qu'on en a le plus besoin. Alors, quand on t'entend à l'époque parler de tes victoires et de tes prochains défis, tu n'as pas peur de dire que tu as les capacités pour être champion du monde. Et c'est peut-être un langage qui est largement admis dans le milieu du sport, mais dans notre culture occidentale et en Belgique en particulier, c'est pas forcément évident de parler de ses ambitions, de ses réussites, de la confiance en nos propres capacités. Est-ce que le fait de le penser ou de se le dire et de se l'entendre dire, ça renforce la confiance en soi, comme à l'inverse, le fait de se répéter qu'on est nul peut renforcer cette croyance au point de créer consciemment ou pas des situations qui confirment cette affirmation? J'ai jamais fait de travail mental. Aujourd'hui, je sais que tous les sportifs le font. Ils ont tous un coach mental. Bon, à mon époque, ça existait hein, dans d'autres sports, puisque j'étais ami avec Yannick Noah, qui avait qui faisait un travail mental. Moi, j'en ai jamais ressenti le besoin. Et si j'ai répondu ça, que oui, je pensais que j'avais tout pour être champion du monde, c'est parce que je le pensais. Je n'avais pas besoin d'un travail mental pour le penser, pour y croire. Je ne me forçais pas du tout à y croire, j'y croyais. J'y croyais même bien avant de gagner mon premier Grand Prix. Je me suis rendu compte que l'année prochaine, je sens que quand l'hiver sera passé, que la saison va recommencer, je m'en souviens, hein, je me disais, j'aurai tout. J'aurai tout pour être champion du monde, tout le matériel. Il n'y a plus qu'à moi à être à la hauteur du matériel que j'aurai. Et donc je me suis fort entraîné tout l'hiver en me disant au moins, comme ça je me sentirai aussi fort que mes adversaires au moment critique, c'est-à-dire le dernier tour bien souvent. Donc il faut vraiment que je sente que je le mérite pour que ça fonctionne. Ok. Et alors, tu parles du soutien de ton public qui t'a donné la force d'aller arracher la victoire. Qu'est-ce que ça provoque de voir et de sentir cette espèce de soutien inconditionnel? Est-ce que ça donne un second souffle au moment où ça devient difficile éventuellement, ou qu'est-ce que ça procure? Oui, c'est sûr que le soutien du public, il était très important, puisque à l'époque, on avait le Grand Prix de Belgique. Là on sent vraiment qu'on a tout le pays, surtout que j'étais le seul, donc qu'on a tout le pays derrière soi. Mais au-delà de ça, puisque j'ai gagné des Grands Prix en dehors de la Belgique, au-delà de ça, c'est le soutien de son équipe. Et ça, j'ai toujours fort ressenti le soutien de mon équipe, c'était très important. Il y a eu des années où je ne l'ai pas senti parce que j'étais dans un autre team, dans une autre équipe où je ne sentais pas ce soutien, je ne sentais pas qu'on croyait autant en moi que mes meilleures années où là je sentais vraiment qu'on croyait en moi et ça me procurait quelque chose en plus, c'est sûr. Et c'est pas des paroles, c'est des regards. Une complicité. Oui, une complicité. Je faisais des tours d'essai, je rentrais dans la pit lane et j'étais encore à 50 mètres de mon box. Je voyais le regard de mes mécaniciens et ça me boostait. Je voyais dans leur regard qu'ils étaient contents, qu'ils y croyaient en tout cas. Alors, lorsque tu étais en compétition, il n'y avait pas d'intercom dans les casques. Et sur le circuit, tu étais donc seul, totalement seul à prendre les décisions et totalement seul à ce que tu faisais. Alors aujourd'hui, les pilotes sont en contact permanent avec leur team pendant qu'ils courent. Est-ce que la solitude, c'est un atout? Est-ce que ça fait du bien d'être seul dans son casque et dans sa combi sur le circuit? Ou est-ce qu'au contraire, ça peut manquer?
Alors en moto, contrairement à la Formule 1, ils ont essayé. J'ai essayé moi à l'époque l'intercom, qui n'était pas interdit. Et à l'époque, c'était pas interdit, puis ça l'est devenu maintenant interdit. Mais à l'époque, ce n'était pas interdit, et j'ai essayé l'intercom, et ça n'allait pas du tout. Quand mon team me parlait, j'étais complètement déconcentré. Alors qu'en voiture, je l'ai utilisé et ça ne me faisait rien, ça ne me déconcentrait pas du tout. Or, c'était le même genre de course, le même genre de vitesse. Et, donc ça, je n'ai jamais compris la raison. Donc, par la suite, ils ont réessayé maintenant en moto, il n'y a pas longtemps, d'introduire l'intercom. Toujours le même problème, les pilotes ne le souhaitent pas, ça les déconcentre, ça ne marche pas. Ils vont encore essayer, mais donc tant que ce n'est pas sûr que ça fonctionne, c'est interdit. Donc, alors que effectivement en voiture, donc il y a quelque chose de différent là. Et cette solitude, oui, oui, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien d'être seul aux commandes et pas tout un team qui interfère et qui va dire des choses qu'on sait. Ben oui, on fait son maximum. Oui, évidemment. C'est pas le fait de dire quelque chose, oui, ou alors il y a des informations qui peuvent être importantes, mais un Grand Prix, ça va tellement vite en tout cas en moto, il n'y a pas de ravitaillement, on ne change pas les pneus, on part et on roule. Bon, c'est un peu changé maintenant en MotoGP, quand la météo change et ils changent de moto, et ça reste dans la même course. Donc, ils ont maintenant des informations sur le tableau de bord. À l'époque, on n'avait que le panneau quand on passe devant les pits, et on mettait juste le nombre de tours qui restait et l'écart qu'on avait avec celui qui était derrière. Avec celui qui est devant, on le voit. Donc, oui, je pense que c'est bien d'être seul, surtout quand les courses sont quand même très courtes, 50 minutes, on n'a pas le temps de discuter. Oui. Oui, en répondant à la question, tu as failli dire, au lieu de dire ça empêche de se concentrer, tu as failli dire ça empêche de se centrer. Est-ce qu'on essaye de... Enfin, c'est important de rester centré quand on est... Oui, il y a la seule préparation mentale que j'ai faite et que tous les pilotes font, c'est se concentrer avant de monter sur une moto. Il faut toujours être 100% concentré, en course en tout cas, mais pourquoi pas sur la route. Mais il faut absolument être 100% concentré dès qu'on quitte le box, parce qu'il peut y arriver n'importe quoi. Déjà dans la pit lane, là par contre, contrairement sur la piste, il peut y avoir du trafic, il peut y avoir un mécanicien qui traverse devant soi. Et il faut être prêt à l'éviter sans chuter. Même si la vitesse est réglementée, mais les pneus ne sont pas encore chauds, si on doit freiner brutalement, on va tomber. Donc il faut vraiment être concentré à 100% dès qu'on monte sur sa moto. Oui, ça c'est quelque chose. Donc ça se prépare, oui, un quart d'heure, 20 minutes, ça dépend, peut-être un peu plus, avant de monter sur la moto, faire le vide, ne pas penser à ses problèmes ou à quoi que ce soit d'autre que de bien faire son job. Oui, et d'ailleurs, ça m'amène à la question suivante, parce que j'ai une petite pensée pour certains amis motards qui roulent sur route avec la musique à fond dans le casque parce que ça les transporte. Ouais. Alors, dans cette époque où le multitâche est valorisé, avec cette croyance erronée qu'on est capable de faire correctement plusieurs choses en même temps, quelle est ta position sur cette question? Tu me disais qu'en voiture, tu ne mets pas la radio, etc. Non. Tu es vraiment 100% à ce que tu fais? Oui, je ne supporte pas la radio en voiture. Éventuellement de temps en temps la musique, mais c'est plutôt exceptionnel. Mais non, oui, puisque c'est vrai qu'on peut être distrait avec son téléphone aussi. Je suis plus distrait avec mon téléphone que pas à parler, mais à regarder les messages. Ça distrait. Oui, ça distrait, évidemment. Et donc c'est une erreur, hein, mais non, il faudrait, pour bien faire, il faudrait rien. Mais bon, en voiture, sur la route, sur l'autoroute, c'est peut-être un peu plus, enfin c'est certainement un peu plus relax. Hein. Sur l'autoroute, il ne se passe pas grand-chose. Sur une moto, ça ne me viendrait pas à l'idée de lire mes messages ni d'écouter de la musique ou quoi que ce soit. Il faut écouter les bruits de ce qui se passe autour de soi
En moto, il faut être vraiment beaucoup plus concentré qu'en voiture. Nécessairement d'être moins protégé aussi et tributaire aussi de la distraction des autres usagers de la route, c'est forcément un autre défi. Donc, alors, voilà, lorsque tu es en compétition, tu l'as dit en préparant l'interview, il y a cette notion centrale d'être meilleur que l'autre, plus agressif, plus rapide, mieux préparé. Et c'est bien évidemment ce qui a fait de toi ce pilote de très très haut niveau. Et pourtant, hors circuit, tu es plutôt quelqu'un de posé, de réservé, d'humble. Comment expliques-tu ce contraste ? Le contraste, j'ai réfléchi, hein, parce que je sais pas en fait. C'est vrai que je vais jouer au padel avec des amis. Je vais pas me préparer, je vais pas me concentrer, pas du tout. Je vais le faire normalement. Et c'est sûr que je préfère gagner que perdre, ça c'est certain. Mais je vais pas mettre tous les atouts de mon côté pour une partie de paddle, parce que c'est pas ma passion, c'est pas mon objectif, c'est pas ma profession. Par contre, les sports mécaniques ont été ma passion, mon objectif, ma profession. Donc si on a tout ça, il faut le faire à 100%. Est-ce que quand on a l'excellence sur le circuit, on est suffisamment bien assis dans sa vie par ailleurs pour ne pas avoir constamment besoin de montrer qu'on est le meilleur, plus grand, plus fort? Question philosophique. Oui, puis bon, ça vient avec l'âge aussi, hein, j'ai plus 20 ans. Donc heureusement, je ne suis plus comme à mes 20 ans. J'étais pas un cadeau, hein, 20 ans. Aujourd'hui, je ne dis pas que je suis un cadeau, mais enfin quand même certainement plus. Et oui, il faut quand on veut réussir, il faut tout faire. Et puis une fois qu'on a le sentiment d'avoir réussi, qu'on passe à autre chose. J'ai plus envie. Pour moi, la vie n'est plus une compétition, plus du tout. Donc, et je n'ai pas envie qu'elle soit une compétition. On m'a proposé, après ma carrière automobile, on m'a encore proposé de faire des courses, des petites courses sans importance, ou des courses de véhicules historiques, même à moto aussi, on m'a proposé. Et j'ai dit non, une exhibition, je veux bien, mais une compétition, je ne veux plus. Je ne veux plus me retrouver sur un circuit en compétition, quel que soit le niveau de la compétition. Je ne veux plus de compétition. J'ai donné, et aujourd'hui, si j'ai pas envie de passer un week-end, là, je sais comment je suis. Si c'est une compétition, je vais forcément stresser. Enfin, c'est du stress qui n'est pas négatif, hein, mais je vais en demander beaucoup au team, à moi. J'ai pas envie de ça. J'ai envie de passer un bon week-end relax et pas du tout stressant. Est-ce que c'est important l'humilité dans la vie d'un sportif? L'humilité. Oui, l'humilité, oui. J'ai peut-être dit l'humidité. Non, l'humilité, j'ai bien compris l'humilité. C'est très important dans la vie, dans la vie de tout le monde. Et la reconnaissance aussi est importante. Des fois, je vois des jeunes qui manquent de reconnaissance par rapport aux gens qui le portent ou qui l'ont porté. C'est humilité et reconnaissance, je pense que ça se rejoint. Et ce sont deux qualités importantes dans la vie, de tout le monde en fait. Hein. Et pour être un sportif à succès ou une personne à succès, il faut avoir ce genre de qualité. Alors, tu es également artiste et quand tu crées, tu es aussi probablement dans une certaine forme de solitude. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est une façon de se ressourcer aussi? Oui, dans ma carrière artistique maintenant, c'est celle qui me passionne. Ma passion, c'est ça aujourd'hui. J'ai remarqué que c'était important de créer dans la solitude, seul. De créer ou d'être inspiré, seul. Je vais voir pas mal d'expos et elles sont meilleures quand je les vois seules, ces expos, parce que il y a une interprétation des choses qui est importante. Et dans la création, c'est la même chose, même si j'aime bien avoir des conseils.
Et c'est pour ça que j'aime bien exposer moi-même aussi pour avoir des conseils de gauche à droite, même si c'est pas toujours facile d'avoir des jugements. Mhm. Mais c'est important pour progresser. Moi, j'aime bien toujours progresser et apprendre et progresser. Mais pour la création et pour l'inspiration, je trouve que c'est important de faire ça seul. Alors, en préparant l'interview, tu m'as dit, voilà, être sportif, c'est aussi veiller à être quelqu'un de bien et ça t'occupe beaucoup d'être quelqu'un de bien. Et à quoi es-tu particulièrement attentif? Tu m'as notamment parlé de ton alimentation, mais à quoi est-ce que tu penses quand tu dis ça? D'être quelqu'un de bien, non, je pense à des valeurs, voilà, avoir des valeurs de respect, euh, de générosité, enfin, il y a beaucoup de valeurs, mais il faut vraiment y porter de l'attention et inspirer les autres, inspirer les jeunes. On ne va pas les inspirer sans valeur, on peut les inspirer qu'avec des valeurs. Et oui, c'est très important et aider les personnes qui ont été moins favorisées dans la vie Mhm. et, ou inspirer des jeunes qui vont devenir de grands champions. Tout ça, c'est important. Oui, et ça se reflète aussi dans ta façon d'enseigner. C'est toujours positif, c'est toujours de la douceur, c'est toujours plein de bienveillance. Tu analyses l'attitude de tes élèves et tu restes toujours un peu en retrait. Ça semble toujours hyper respectueux et tu veilles aussi à observer le tempérament et la sensibilité de tes stagiaires. Euh, Est-ce parce que tout est dans le mental qu'on peut aussi très facilement faire perdre confiance à quelqu'un qui apprend? Ah oui, certainement. Oui, on peut certainement faire perdre confiance aux gens. Ça doit être très facile, mais moi, voilà, je veux justement l'inverse, mettre les gens à l'aise, ne pas les impressionner, surtout pas. Voilà, je crois que ça, c'est très important pour les premiers pas. Et puis, oui, si je suis bienveillant avec mes stagiaires, ben, c'est parce qu'ils le méritent aussi. C'est parce que, voilà, je sens déjà, ils ont décidé de venir. Voilà, ils ont plein de qualités, tous des qualités différentes. Certains ont des appréhensions, d'autres sont trop confiants. Il faut tout de suite voir un petit peu quelles sont leurs qualités, leurs défauts sur une moto, même si j'ai conscience qu'ils ont plein de qualités en dehors de la moto. Mais ce qui est important, c'est d'être bienveillant sur leur présence sur la moto, tout de suite leur mettre le doigt là où ils sont en danger. Ce que je veux absolument éviter, et ça je le dis toujours à mes instructeurs, il faut avoir un minimum de chute, et le mieux c'est un stage avec 0 chute, et évidemment 0 blessé. Donc tout de suite, si vous envoyez un voilà, qui va trop vite ou il fait une erreur, il ne faut pas attendre, tout de suite il faut lui dire. C'est pour ça que mon école d'ailleurs repose sur la connexion radio. Mes instructeurs sont reliés en radio avec les stagiaires et comme ça on peut tout de suite les corriger sans attendre trop tard. Oui, et enfin, ça ressort de ce que j'ai pu observer. Tu es toujours à renforcer positivement tes élèves. Et enfin, tu viens de le dire en fait, hein, mais c'est un peu une façon aussi de réduire les risques. C'est toujours dans cet esprit que Oui. finalement tu attires l'attention de tes étudiants sur ce qui les met en danger et que, enfin, on n'obtient rien en fait de quelqu'un qu'on stresse en permanence en lui donnant cours, hein. Non, surtout éviter le stress. Il faut. On est vulnérable hein, sur une moto. Il faut pas. C'est pour ça que je dis qu'il faut être très concentré. Il faut avoir beaucoup de respect pour le risque que c'est que de faire de la moto. Pour moi, il y en a encore plus sur la route que sur circuit, mais dans les deux cas, en tout cas, voilà, il faut traiter la route ou le circuit avec beaucoup de respect, beaucoup d'humilité. Et, et ça, voilà, c'est quelque chose qui s'apprend. On doit être en confiance, bien sûr. On ne doit pas avoir peur, bien sûr. Mais il faut quand même rester très humble. Alors, on va parler un petit peu de ta relation avec ton mécanicien Alain Chevalier,
qui disait une chose importante. Il parle de la communication entre le pilote et son mécanicien et il évoque la difficulté qu'éprouvent certains pilotes à expliquer ce qu'ils ressentent et même n'arrivent pas toujours à identifier ce qu'ils ressentent. Est-ce une force que d'écouter son corps et ses sensations pour pouvoir transmettre ses impressions à son équipe? Oui, je crois que la force, c'est ça. Je pense que, et c'est vrai que tous les pilotes n'ont pas cette qualité. C'est pas nécessaire de savoir quelle pression quelle pression on met dans les pneus ou combien il faut serrer un boulon ça c'est pas important. Ce qui est important, c'est transmettre à la personne qui sait justement ce genre de choses, lui transmettre la sensation, ce qu'il faudrait changer pour que ça aille mieux. Et ça, c'est le corps qui va le sentir. Et pour ça, il faut justement, comme je disais tout à l'heure, flirter avec la limite. C'est des moments où on flirte avec la limite, qu'on peut exactement jauger et comprendre ce qu'il faut pour éloigner cette limite. Ce qu'il faut faire sur la moto ou sur le pilotage ou sur la position pour éloigner cette limite. Et c'est ça qu'il faut transmettre à son mécanicien ou à son ingénieur. Et en général, on transmet ça à une personne qu'on appelle l'ingénieur ou le chef mécanicien. Lui va interpréter cette sensation en des termes mécaniques et va le transmettre au mécanicien qui lui va réaliser le travail. C'est pas le pilote qui va réaliser le travail. C'est même pas lui qui doit comprendre ce qu'il faut faire sur la moto. Il doit juste transmettre une sensation qui va être comprise par l'ingénieur. Oui, on a parfois l'impression que dans les sports moteurs, le corps est d'une importance relative, et pourtant c'est lui qui donne l'impulsion, c'est lui qui endure les chocs, qui absorbe la vitesse et qui endure les blessures. Ça nécessite d'être pleinement présent à ces sensations, tu viens de le dire. Est-ce que ça peut s'entraîner, ou alors est-ce que c'est un don qu'on a ou qu'on n'a pas, mais est-ce qu'on peut éduquer cette espèce d'attention aux sensations, d'éveil à ces sensations corporelles? Parce qu'on est assez coupé en fait de notre corps dans nos sociétés occidentales et c'est pas forcément évident. Est-ce que ça s'éduque? Ça se prépare. S'éduque peut-être, tout s'éduque, hein. Il faut demander à AI ce qu'il en pense. Mais en tout cas, ça se prépare, ça se travaille. Donc il y a d'abord une condition physique qu'il faut avoir, évidemment, pour à aucun moment être limité au niveau physique, ou en tout cas le moins possible, parce que c'est quand même très physique, donc on est quand même limité. Mais être le moins possible limité, ça c'est une chose. Et il y a la position qui se travaille aussi, ça peut être aussi quelque chose, une réflexion, ça peut être assez théorique. Savoir voilà, qu'il faut mettre son corps plus à l'extérieur, plus sur l'avant, plus sur l'arrière, à quel moment sur l'avant, à quel moment sur l'arrière, appuyer avec sa jambe sur le repose-pied intérieur ou extérieur ou l'inverse. Donc tout ça c'est un petit peu de la théorie, mais ça s'éduque dans le sens où ça s'apprend avec la pratique. Et c'est la pratique qui va développer et les sensations et la compréhension de ce qu'on doit faire avec son corps. En moto, contrairement à la voiture, voilà, le corps intervient énormément, sans arrêt, sur les freinages, sur les accélérations, dans les virages. Et donc, c'est quelque chose évidemment qu'il faut comprendre et avec lequel il faut travailler. Mais moi, j'ai eu mes meilleurs résultats quand j'étais blessé. Donc, j'étais pas à 100% de mon physique, puisque j'étais blessé, hein, tu l'as dit, avec cette clavicule cassée. J'ai fait beaucoup de courses avec des fractures à peine réparées. Et j'étais chaque fois meilleur, parce que sans doute plus concentré sur moi-même. Et c'est parce que voilà, il faut être concentré, mais je ne dis pas que j'étais parfait. Hein, et c'est vrai que... c'est bien ce que je dis, tu n'as pas fait comme nous. on peut toujours mieux faire. Mais donc, voilà, la condition physique est très importante, mais même quand on est diminué, il y a moyen de faire de belles choses. On t'a vu dans des vidéos avec notamment ta clavicule cassée et ta combi pleine de tape, là, et à l'enlever avec beaucoup de difficultés et l'aide de toute une équipe. Et voilà, tout à l'heure, tu parlais de la relation de confiance avec ta team. Et on te voit dans une vidéo avec Alain Chevalier parler de cette relation de confiance.
Est-ce que ça donne une force supplémentaire pour amener l'équipe à la victoire, de se sentir en harmonie avec son mécanicien et les gens qui te soutiennent finalement Oui, certainement. J'ai été chercher hein, cette relation. Hein. Combien de fois je ne me suis pas tapé la route de Bruxelles jusqu'à la Praserie. C'était l'endroit où il y avait l'atelier, mais c'est presque au Mans, donc je sais pas, 400 km ou quelque chose comme ça. Des fois, je me le tapais pour passer 1 heure là-bas et revenir, pour entretenir cette relation avec le team, avec le chef de team, Alain Chevalier. Parce que autant eux, ils ont fait aussi leur boulot, me montrer qu'ils croyaient en moi, tout ça, et ça a fait que j'étais meilleur. Mais moi aussi, en allant au contact et en les soutenant, je les ai rendus meilleurs. Et je leur ai donné plus envie de travailler. Des fois, j'arrivais, ils ne travaillaient pas sur ma moto, mais je les mettais au travail. Voilà, travailler sur ma moto plutôt que sur celle de mon coéquipier, par exemple. Mais voilà, oui, tout ça, c'est important. Oui, il y a vraiment, on voit dans cette vidéo qu'il y a beaucoup de complicité avec lui et qu'il y a une espèce il n'y a même pas besoin que vous parliez, en fait, ça coule de source, la relation entre vous, et c'est vraiment précieux, j'imagine que c'est plus compliqué d'atteindre un podium quand on n'a pas cette complicité. Bien sûr. Non, il faut croire en l'autre. Moi, je croyais en Chevalier, ce qui n'était pas le cas de tout le monde, parce que c'était un artiste, un artisan artiste. Donc, certaines personnes ne voyaient pas les choses, le travail comme ça, mais beaucoup plus carré. Lui, pas du tout. Mais moi, j'y croyais, et il le sentait. Donc je le laissais s'exprimer, exprimer son art, alors que d'autres qui ont travaillé avec lui ne le laissaient pas s'exprimer. Donc ça le freinait quelque part. C'était une bonne alchimie entre vous. Oui, et lui, pareil avec moi, il croyait en moi et il me laissait faire mon jeu à moi et laisser parler mon instinct. Et quand la mayonnaise ne prend pas? Ah non, là ça prend pas. On voit tout de suite en termes de chrono la différence. Et il faut vraiment que la mayonnaise prenne. C'est une affaire d'équipe, même si c'est un sport individuel. C'est vraiment, quand même un sport collectif. Mais oui, et ça m'amène à la question suivante qui parle de l'ego. Qu'est-ce qui se passe quand on a... Enfin, c'est quoi les dangers en fait d'avoir un ego surdimensionné quand on est pilote moto de haut niveau, et comment est-ce qu'on gère toutes ces questions oui, quand la notoriété arrive, comment est-ce qu'on reste humble, justement, on en parlait tout à l'heure. Voilà, j'allais dire ego, je crois que c'est l'inverse d'humilité. Donc, si on considère que l'humilité est une valeur, on peut considérer que l'égocentrisme est un défaut. Je pense pas que j'étais égocentrique, mais j'étais quand même très fort tourné sur moi-même. Dans le sens où, j'ai toujours considéré que la réussite était une question de priorité. Donc je mettais quand même la priorité sur moi, sur mon bien-être, sur ma préparation, si j'avais le choix entre aller boire un verre avec les copains ou m'entraîner, j'allais plutôt m'entraîner parce qu'il fallait choisir. Il y a tout le temps des choix à faire et il y a une priorité qui est ma carrière. Voilà, mais je ne crois pas que ce soit de l'égocentrisme, c'est juste une question de priorité. Ça, c'est très important, mais il faut évidemment être humble. Égocentrique, je crois que c'est vraiment un défaut. Et comment expliques-tu que voilà, tout ce que tu touches se transforme en or? Ça a l'air magique, ça a l'air fluide. Est-ce que c'est parce que tu as la conviction que tout peut être transformé en or quand on poursuit ses rêves et qu'on est à sa juste place? Oui, peut-être que je suis optimiste, mais enfin tout se transforme pas en or, hein. Hélas. Enfin, j'essaye de toucher ce à quoi je pense être bon, et autrement, je confie à ceux qui sont bons dans ce domaine. Donc c'est la même chose. Je n'ai jamais fait ma mécanique parce que je sais qu'il y en a d'autres qui le font mieux que moi. Donc je suis très capable de déléguer,
Et peut-être que des choses se sont transformées en or parce que justement je les ai confiées à des gens dont c'était la spécialité. Et ça dépend des domaines. Mais non, je ne sais pas tout faire, ça c'est sûr. Ben, c'est pourtant l'impression qu'on a. Oui, mais ce n'est qu'une impression. Quand tu as été pilote moto de très haut niveau, puis tu es devenu pilote auto. Tu es aujourd'hui commentateur sportif, mais tu es surtout devenu artiste, on en a déjà parlé, photographe d'abord, et puis tu intègres la photo à tes œuvres aux côtés d'autres formes d'expression telles que la peinture, et ta carrière artistique connaît elle aussi un départ fulgurant. Donc tes yeux sont vraiment l'organe central dans ta vie, puisque tu les as toujours beaucoup utilisés, mais est-ce que c'est aussi peut-être une question de sensibilité particulière? Sensibilité particulière, oui. Peut-être, oui, sans doute. C'est vrai que j'aime bien voir les choses, voir les belles choses de préférence, découvrir les belles choses de la vie, les bons mots. Oui, j'ai cette sensibilité, certainement, mais je pense que nous sommes très, très, très nombreux à avoir cette sensibilité. Ah, je ne sais pas. Une grande sensibilité quand même qui t'amène aussi à consacrer de ton temps aux motards accidentés, hospitalisés parfois durant de longs mois dans les centres de traumatologie et revalidation. C'est le côté un peu moins optimiste peut-être de cette interview, mais tu fais ça aussi et c'est important. D'ailleurs, on va, si ça te convient, indiquer dans la description de la vidéo le nom de ton association. Comment es-tu arrivé à te tourner vers ces motards qui ont eu moins de chance peut-être que toi et qui ont été victimes souvent de la distraction des autres sur la route? Bon, d'abord, ce n'est pas la seule association à laquelle je participe, Biker Sneak. Mais je suis souvent sollicité pour ce genre d'association et j'ai décidé de me tourner surtout vers des associations qui ont un rapport avec la moto. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est principalement Biker Sneak qui m'occupe. C'est donner un peu de réconfort à des motards de la route qui ont été accidentés, qui sont en revalidation. C'est vrai que c'est pas joyeux, mais ça peut être positif quand même, dans le sens où il y a l'espoir justement d'être à nouveau valide. Mais c'est vrai que, par exemple, on leur apporte une visite avec un petit cadeau. Dans la période de Noël chaque année, quand ils sont à Bruckmann au CTR en revalidation. Et voilà, on leur apporte un petit peu de joie et de réconfort à ce moment parce que évidemment ils en ont besoin et avec l'espoir que ça va les booster parce que le moral est quelque chose de très important pour eux et voilà, donc on essaie de les aider là où c'est important. Didier, on arrive tout doucement à la fin de cette interview et tu sais que je termine avec une question à laquelle tu aurais aimé répondre mais qu'on ne t'a jamais posée. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Pourtant, on m'en a posé des questions. Une question qu'on ne m'a jamais posée et que j'aimerais bien qu'on me pose. Ça m'étonnerait que je ne me la sois pas posée. Moi, non, moi, je c'est pas tellement des questions que j'ai envie qu'on me pose. J'ai envie qu'on m'apporte des solutions. Voilà, des solutions, des réponses. Est-ce que ma dernière reconversion va être un succès? Voilà, c'est tout. C'est déjà le cas. Ah ben, si je t'en ai assez. Très bien, Didier, merci beaucoup pour cette interview. Je mettrai dans la description peut-être aussi les coordonnées de ton école de pilotage et les coordonnées de l'association pour laquelle tu œuvres et à laquelle tu consacres du temps. Avec grand plaisir. Je te remercie infiniment pour cette belle interview, Didier. Merci beaucoup. Merci.